vais vous parler du changement océanique. C'est probablement une expression, ces deux mots collés ensemble que vous n'avez pas encore entendu. C'est normal, on parle de changement climatique et puis on se demande un peu ce qui se passe dans les océans. Je vais essayer de réunir ces deux concepts aujourd'hui pour vous. J'ai essayé de ne pas préparer un cours, mais de faire quelque chose de plus vivant, de vous raconter une histoire. Donc ça va peut-être vous dérouter à certains moments. J'espère que vous pourrez suivre mon histoire jusqu'à la fin. Je vais vous parler en français, mais la langue de mon travail, c'est l'anglais. Et il y a beaucoup de documents scientifiques que je vais vous présenter, que j'ai laissés volontairement en anglais, non pas pour vous dérouter encore plus, mais parce que je veux être précise sur les termes qu'on emploie et sur aussi vous introduire sur le fait que toute cette science, elle est faite en anglais. C'est pas pour autant que la France n'y participe pas. Et sur ce premier slide, j'ai choisi volontairement d'afficher uniquement deux logos, celui du CNRS et celui de l'IRD. Deux grands instituts pour lesquels l'année 2019 est particulière. On fête les 80 ans du CNRS, on fête les 75 ans de l'IRD. Deux instituts dédiés à la recherche scientifique. Mais pour l'IRD, il y a une vraie connotation de développement, en particulier des pays du Sud, des pays moins développés. Deux instituts avec lesquels je travaille régulièrement parce que, donc, comme Jeanne-Marie l'a dit, je suis chargée de recherche. C'est le nom technique des fonctionnaires qui sont chercheurs. Je suis titularisée depuis 2010. Donc c'est le CNRS qui m'embauche. Alors là, on a beaucoup plus de logos, si vous réussissez à me suivre. Le CNRS m'embauche, me paye pour travailler au l'Océan, qui lui est un laboratoire, mais qui héberge aussi des chercheurs d'autres tutelles, en particulier de l'IRD, mais aussi du Muséum national d'histoire naturelle et de Sciences Sorbonne Université, anciennement l'université de Jussieu. Mais tout ceci se fait dans le cadre d'un institut qui s'appelle Institut Pierre-Simon Laplace. Le sous-titre en dessous, le bandeau, c'est Institut des sciences de l'environnement et du climat. C'est le leader national pour la recherche sur le climat et tout ce qui en découle comme question sociétale et comme intérêt pour les autres scientifiques et pour le grand public. L'IRD, donc la différence avec le CNRS, c'est que l'IRD c'est tout petit, mais l'IRD a cet engagement de réaliser des recherches pour favoriser le développement, et en particulier le développement durable des pays qui n'ont pas encore un niveau de développement comme le nôtre. Et donc les deux dernières icônes, ça fait référence à toutes mes activités d'enseignement. La première, c'est l'université de Cape Town, parce que l'Afrique du Sud, même si c'est un pays déjà développé, est un pays encore en développement, qui bénéficie grandement du soutien de l'IRD. Et donc, en tant que chercheur CNRS, l'IRD m'envoie en Afrique du Sud pour donner des cours à l'université de Cape Town. Et enfin, l'ENS, c'est l'école normale supérieure, pour laquelle je donne aussi des enseignements, en particulier en modélisation de l'océan et du climat. Parce que mes thématiques scientifiques, j'ai essayé de les résumer sur ce slide. On va passer très vite dessus. On reviendra sur certains éléments, notamment cette figure que je pense que vous avez tous déjà vue, le fameux tapis roulant des océans. J'ai mis un petit bonhomme. Bon, vous comprendrez à la fin de mon exposé pourquoi cette figure, je ne l'aime pas du tout. Mais au moins, elle évoque rapidement aux gens le sujet de mes recherches. Donc depuis maintenant une grosse dizaine d'années, je fais des recherches sur cette circulation, et en particulier dans deux zones, l'Atlantique Nord, et ici c'est un petit schéma que je vous ai mis parce que faire des études théoriques à partir de concepts un petit peu abstraits, c'est pas directement travailler sur le réel, mais ça nous permet de comprendre ces processus. Ça, c'est une de mes spécialités, comprendre les processus de la circulation dans l'océan. Un autre endroit sur lequel j'ai travaillé, je le montre ici, c'est donc la partie de l'Atlantique Sud, entre l'Afrique du Sud et puis l'Amérique latine. Là, ce que je vous montre, c'est en profondeur, à 500 mètres de profondeur, la salinité. La salinité, l'eau dans les océans, elle est salée par rapport à l'eau douce qu'on peut trouver dans les rivières ou dans les lacs. Et en dessous, ce sont les courants marins. Et les courants marins ici, ce qui est spectaculaire, c'est de voir toutes ces petites structures toutes fines, à droite à gauche, et y compris dans les courants marins. Bon, on reviendra sur ça plus tard. On ne peut pas l'observer, ces choses-là. C'est uniquement des modèles, comme des jeux vidéo virtuels, qui nous donnent accès à ces informations. Le modèle, en l'occurrence, s'appelle Nemo. C'est pour ça que je vous l'ai représenté ici. Là, c'est un petit exemple aussi de modélisation que j'ai réalisé. Donc ça, c'est pour vous aider à cibler un petit peu mon expertise, à moi. Évidemment, j'ai la chance maintenant d'encadrer une équipe, donc j'ai dû élargir un peu mon expertise
et m'intéresser au projet de mes collègues. Mais plusieurs fois dans mon exposé, je reviendrai sur le fait qu'il y a certaines questions, malheureusement, ça n'est pas dans mon expertise. Et c'est pas du tout pour ne pas vouloir vous répondre, c'est pas de la mauvaise volonté. Mais je pense que c'est important de bien délimiter quand on est chercheur scientifique. On ne sait pas tout sur tout. Mais on a des domaines d'expertise et il y a des questions, malheureusement, où je n'aurai pas la réponse. Mais posez-les quand même. Peut-être mes collègues aussi auront une réponse pour m'aider à vous informer sur ça. Donc le changement climatique. Alors là, typiquement, tout dans le changement climatique n'est pas ma spécialité. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter les faits. Et les faits, pas comme moi je les ai perçus, mais comme ils ont été publiés par le GIEC, ou en anglais IPCC. Donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, qui fait en fait une synthèse de tous les travaux scientifiques qui ont été faits et qui donne un petit peu de l'état de l'art sur le changement climatique. Il y a plusieurs groupes de travail dans le GIEC. Un premier qui est celui dont je vais vous parler, dont les travaux je vais vous parler, qui est sur la base de la science physique. Un deuxième plutôt sur les impacts, l'adaptation, la vulnérabilité. Le troisième groupe de travail plutôt sur comment on peut s'adapter, comment les sociétés peuvent s'adapter, réduire les effets du changement climatique. Et enfin, un groupe de travail qui essaye d'inventorier toutes les émissions de gaz à effet de serre par les différents pays. C'est en anglais ici, c'est volontaire, parce que la langue du GIEC, c'est l'anglais. Et la plupart des slides qui vont suivre, de mes figures, je les ai gardées en anglais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de controverses sur le changement climatique. Et parfois, les controverses sont tellement fourbes qu'elles se cachent dans les traductions françaises un peu erronées ou malveillantes des termes exacts que les scientifiques ont choisis. C'est pour ça que je préfère garder l'anglais ici. Et surtout, je vous encourage, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez revenir sur ce que j'ai présenté, si vous voulez vous faire votre propre opinion à vous de ce que ces scientifiques racontent, allez voir à la source, allez voir directement sur le site du GIEC. Il y a un résumé pour décideurs. Alors, il y a la version anglaise pour celui-ci qui est disponible, la version française est en cours de traduction. Hier soir encore, je suis tombée sur une page Wikipédia qui en propose une traduction. Encore une fois, méfiez-vous, qui a traduit. Si vous avez un doute, revenez à la version anglaise. Le résumé pour décideurs, c'est accessible pour tout le monde. Entre nous, si c'est accessible aux décideurs politiques, je pense que tout un chacun doit pouvoir les comprendre. Donc, la plupart de mes résultats, moi, je les tire de ce rapport du premier groupe de travail, la base scientifique du changement climatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et s'il y a une courbe à retenir, c'est celle-ci. Cette courbe-là présente au cours du temps, donc depuis 1850, jusqu'à récemment, c'est pas très récent, parce que le livre a été publié en 2013. Donc de facto, on a uniquement regardé les observations jusqu'à 5 à 10 ans avant. Et ici, en ordonnée, ce sont des anomalies de température par rapport à une moyenne qu'on a prise sur cette période-là, que j'ai indiquée en pointillé. Quelle température il s'agit? C'est toute la température de la surface du globe, océan, continent mélangés, qu'on a moyennée, et on en donne une valeur chaque année. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement à l'échelle des individus? Peut-être pas grand-chose, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est vraiment la température de la planète, on peut dire. Et pourquoi plusieurs lignes? Parce que chacune des lignes correspond à une reconstruction de ces anomalies de température. En effet, il y a plusieurs bases de données. Elles pourraient toutes avoir les mêmes données, mais parfois il y a certaines façons de remplacer les données manquantes ou de trouver des données à un endroit où on n'en avait pas directement. C'est pourquoi il y a plusieurs lignes. Mais toutes ces lignes-là, vous en conviendrez, elles vont toutes dans la même direction. Elles indiquent toutes un réchauffement assez important et surtout une tendance au réchauffement qui est bien plus grande que les fluctuations d'une année sur l'autre. Donc on est d'accord, le climat, c'est pas comme s'il était complètement stable et puis tout d'un coup, boum, tout s'en va. On a des fluctuations naturelles du climat. Ça, c'est un concept qu'on va introduire un petit peu tout de suite. Et ces fluctuations font que certaines années sont particulièrement chaudes, d'autres sont plus froides. Parfois, ce sont des dizaines d'années qui sont plus froides et des dizaines d'années qui sont plus chaudes. Mais par contre, depuis les années 50, la tendance est claire. On va quand même vers de plus en plus du chaud. C'est la conclusion du GIEC. En anglais encore, parce qu'il faut être précis sur les termes, mais je vais le dire avec vous en français. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. Et depuis les années 50, la plupart des changements observés n'ont pas de précédent sur les dernières dizaines d'années ou millénaires.
Alors, je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence de Bruno Turk, mon collègue du l'Océan, lundi dernier. Il a justement parlé de la variabilité du climat sur des échelles de temps de millénaires et de plusieurs centaines de milliers d'années. Ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle. C'est-à-dire que le climat n'est jamais constant exactement. Il y a eu des périodes très chaudes, il y a eu des périodes très froides. On a des façons plus ou moins directes de le savoir, de le reconstruire. C'est ça dont Bruno a parlé lundi dernier. Maintenant, ça, c'est la variabilité normale. Ce qui s'est produit depuis 1850, c'est que ce système a été perturbé. Il y a plus d'énergie dans ce système qui est arrivé. Donc, la variabilité naturelle, on pourrait imaginer, c'est la variabilité du climat s'il avait continué comme il était depuis les 1850 et qu'il n'y avait pas eu d'activité humaine. Et parce qu'il y a l'activité humaine, il y a quelque chose en plus que cette variabilité naturelle. On appelle ça aussi un forçage anthropique. Forçage parce que c'est quelque chose d'externe au système qui vient l'affecter, anthropique parce que c'est la responsabilité humaine. Alors là, vous avez le droit de vous dire, elle nous raconte des choses là, mais ce n'est pas marqué ici. Pour comprendre les origines, il faut aller un petit peu plus loin et revenir d'abord sur les forçages radiatifs du système Terre. Alors là, ce n'est pas ma spécialité, j'espère que je ne vais pas vous dire de bêtises et surtout que je vais être quand même assez clair pour vous. Le Soleil réchauffe la Terre, ça c'est la première base. Mais une grande partie des flux qui arrivent, alors là le chiffre 340, c'est des watts par mètre carré, d'accord ? On a tout converti en flux d'énergie, de chaleur. D'accord ? On sait qu'il y a d'autres sources énergétiques, on peut traduire l'énergie d'une autre façon. Là, on a tout mis en chaleur, donc des watts par mètre carré, c'est comme quand vous achetez un chauffage, vous savez quelle est la puissance de chauffage, combien il réchauffe, c'est la même quantité. Donc toute l'énergie qui arrive du Soleil, une partie est réfléchie dans l'atmosphère, par des particules, des nuages, etc. Et une partie traverse et arrive à la surface ici, donc ça, en bleu ici, c'est la surface, les continents, les océans. Une partie est directement réfléchie, et le reste est absorbé. Une partie aussi est d'ailleurs absorbée dans les nuages. Les petits points là, c'est tout ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Pourquoi c'est essentiel de les représenter ? Parce que justement, ces gaz à effet de serre jouent le rôle d'une couverture. Une couverture qui va piéger les autres flux radiatifs, ceux qui proviennent de la surface même de la Terre, des continents et des océans. Et ils vont en laisser passer une partie, mais le reste va revenir. Et si on regarde les ordres de grandeur de ces chiffres-là, par rapport à ce qui vient directement du Soleil, on se rend compte que ce n'est pas le Soleil tout seul, directement, qui chauffe la Terre. Elle a son propre rôle avec cet effet de serre, comme les serres qu'on met dans le jardin pour qu'ils puissent faire pousser des tomates l'hiver. C'est le même effet pour garder ça encore plus chaud. Bon, ça, c'est, on va dire, le bilan radiatif naturel de la Terre, pas affecté. Pourquoi je dis pas affecté ? Parce que la Terre se réchauffe, on l'a vu, et on a essayé de comprendre, dans toutes ces différentes contributions, pourquoi elle se réchauffait. D'où venaient ces flux de chaleur supplémentaires. Ça, c'est la deuxième figure essentielle du rapport du GIEC, qui nous montre ici toutes les différents forçages radiatifs, donc ces différents flux, et comment ils ont évolué depuis 1750. On peut les inventorier. Alors, il y a des choses d'origine naturelle, c'est la petite ligne ici. C'est les changements de radiance du Soleil. Ça, en effet, on sait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cycles du climat sur les dernières centaines de milliers d'années qui s'expliquent par ces fluctuations d'intensité du Soleil ou de position de la Terre par rapport au Soleil, etc. Ok, ça c'est ça. Le reste, ce sont tous les forçages radiatifs liés à l'activité humaine. En particulier le dioxyde de carbone qui est ici, des aérosols, des petites particules dans l'atmosphère, et chacun ont une signature différente en ce qui concerne leur impact sur ce réchauffement de la planète. Alors, à retenir ici, ce sont les incertitudes. Il y a des barres d'erreur qui sont considérées. Évidemment, refaire l'inventaire de tous ces flux, de toutes ces particules, de tous ces gaz depuis 1750, c'est très fortement incertain. C'est pour ça qu'il y a aussi une dernière colonne dans ce tableau qui dit le niveau de confiance. VH, very high, très haut, très haute confiance. On est sur de l'ordre de 99%. Alors 99%, on peut faire plein d'analogies pour savoir si 99% c'est vrai ou c'est pas vrai. Par exemple, vous prenez l'avion et on vous dit à 99% l'avion ne va pas cracher, vous prenez l'avion. On vous dit à 99% l'avion va cracher, vous ne le prenez pas. Voilà. Je pense que c'est la meilleure analogie pour savoir ce que ça représente, ces pourcentages statistiques. Après, tout n'est pas very high. Il y a des choses qui sont high, haut niveau de confiance, un petit peu moins.
Puis il y a des choses qui sont de confiance modérée, voire de confiance basse, c'est le L ici. Donc tout ça, c'est l'incertitude qu'on a encore sur le changement climatique, sur les origines du changement climatique. Mais l'incertitude n'est pas partout. Et une chose qui est à peu près certaine, c'est cette contribution du dioxyde de carbone. C'est le fait que pour au moins les dernières dizaines d'années, depuis 1950, c'est vraiment ces fluctuations de quantité de dioxyde de carbone, de façon plus générale de gaz à effet de serre, produites par l'activité humaine, qui ont créé ce changement du climat. J'imagine bien, j'espère qu'à la fin de mon exposé, vous aurez des questions, vous serez encore suffisamment plein d'énergie pour m'en poser et qu'on pourra en discuter. Mais il n'y a pas d'équivoque sur ce point. Voilà la conclusion du GIEC. En anglais, encore une fois, pour rester bien précis sur les termes qu'ont choisis les scientifiques. Le forçage radiatif, c'est-à-dire tout ce qui arrive dans le système Terre, est positif. Et il a eu une augmentation d'énergie, on induit une augmentation d'énergie pour le système climatique. Et la plus grande contribution est causée par l'augmentation des gaz de dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis 1750. Il y a des climato-sceptiques, il y a des choses sur Internet qui vont vous dire que ce n'est pas vrai, qu'il y a des facteurs qui ne sont pas pris en compte, etc., etc. Je vous encourage à aller lire ce rapport et à regarder en détail toutes les explications, parce qu'on traite ça, on en discute, on en parle. Ça, c'est la conclusion. Et ça, c'est la réalité des choses. Alors, on en vient maintenant à regarder de plus près, parce que là, on a parlé du système climatique comme un tout, une seule température pour tout le globe, et je vous ai dit tout à l'heure, ça ne parle pas forcément aux sociétés, et d'ailleurs à nous, scientifiques, non plus. La température du globe, bon, c'est quelque chose. Maintenant, savoir la température par région, ça, c'est quelque chose qui nous interpelle plus. Cette carte-là nous montre les variations de température sur cette période, de 1901 à 2012, pour chacun des endroits. Alors, la carte n'est pas très claire, donc je vais essayer de vous localiser. Ici, là, c'est la France, l'Europe. Là, on a le continent africain. Ici, on a le continent nord-américain, sud-américain. Et puis là, tout le continent Eurasie, l'Asie et l'Australie qui est ici. D'accord ? Avec les grands océans au milieu, l'Atlantique, le Pacifique qui est coupé en deux et l'océan Indien. Les couleurs, donc, c'est la différence de température entre 2012 et 1901, en supposant que ça avait juste réchauffé, comme si ça suivait une droite. Et en rouge, c'est que ça s'est réchauffé. En bleu, ça s'est refroidi. Donc d'abord, la chose à retenir de cette figure, c'est quand même le rouge domine. Le rouge domine partout. Pourquoi il y a des endroits où il n'y a pas de couleur du tout ? C'est les endroits où on n'a pas suffisamment d'observation pour bien pouvoir le déterminer. Par contre, il y a des endroits qui sont bleus aussi. Ces endroits bleus, ça veut dire qu'il y a des endroits où, sur toute cette période, malgré toute la certitude qu'on a sur l'existence d'un changement climatique qui fait un réchauffement global, il y a des endroits où la température a diminué. C'est la réalité, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de choses non plus tordues ou contradictoires, c'est la réalité du changement climatique à l'échelle régionale. C'est complexe. C'est pas comme si tout le monde se réchauffait en même temps, il y a des endroits où ça se refroidit. En particulier dans l'Atlantique Nord. Si vous vous souvenez de mon premier slide, c'est exactement ma zone d'étude. C'est exactement là où c'est vrai, j'aime bien discuter avec mes collègues de savoir quelles sont les hypothèses qui expliquent que sur ces centaines d'années ici, on a plutôt l'impression que la température a diminué, que ça s'est refroidi, alors que ça se réchauffe partout. Alors j'ai dit on a plutôt l'impression. Il y a des choses supplémentaires sur cette carte, notamment ces petites croix, les plus. Les plus sont indiqués dans les zones où cette tendance est vraiment très très claire. Le terme statistique, c'est significative à 95%. Pourquoi significatif ? Parce qu'en fait, il y a des endroits où on a l'impression que ça chauffe. Mais ça chauffe, mais ça redescend un peu, puis ça réchauffe, puis ça redescend. Vous vous souvenez ? La première figure, où justement il y avait des soubresauts. Mais voilà, il y a des endroits où il y a tellement de soubresauts que certes, on peut voir une augmentation, mais finalement cette augmentation, elle est très petite par rapport aux fluctuations d'une année sur l'autre, d'une dizaine d'années sur l'autre. Là, dans ces cas-là, il n'y a pas de petite croix. Et dans cette région-ci, il n'y en a pas. Ça veut dire que sur cette région, oui, si on prend exactement le même calcul qu'ailleurs, ça se refroidit. Mais ça a tellement changé sur cette période de 100 ans. Il y a eu des dizaines d'années beaucoup plus chaudes, des dizaines d'années beaucoup plus froides. Donc dire qu'au final, sur 100 ans, ça se refroidit, ça n'a finalement pas grand sens. Il faut regarder plus précisément qu'est-ce qui s'est vraiment produit. Je crois que je vous ai tout raconté sur cette carte et on va continuer à avancer un peu plus en profondeur dans l'océan
Pourquoi en profondeur? Parce que là, je vous ai dit, c'est la température de surface, surface de l'océan, surface des continents. La surface des océans, au passage, elle est à peu près égale à la température de l'air, juste au-dessus des océans. C'est à peu près la même chose. Mais si on va plus en profondeur, cette fois, cette carte-ci vous montre la température moyenne de la surface jusqu'à 700 mètres de profondeur. Alors 700 mètres de profondeur, bon, ça contient quand même à peu près 95% de tout ce qui est vivant dans les océans. Il y a des choses qui sont en profondeur. Au passage, si vous n'avez pas encore visité l'exposition Océan du Muséum Malaisie, parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques, moi je n'avais jamais vu, qui montrent la vie encore plus en profondeur. Mais entre 0 et 700 mètres, c'est là où tout se produit. Et donc de nouveau, on regarde la tendance. Alors cette fois, c'est une autre unité, c'est combien de degrés par décennie on a changé, donc combien de degrés par dizaine d'années. Et en rouge, quand on s'est réchauffé, en bleu, quand on s'est refroidi. Et là, on arrive à vraiment comprendre ce que c'est que la complexité de la circulation océanique. Certes, c'est rouge à beaucoup d'endroits, le rouge domine. Mais on voit que même aux endroits où le rouge domine, il y a des endroits qui ne sont pas très clairs, on en revient toujours au même, là où on a un refroidissement. Et puis même ici, où on a l'impression quand même le rouge domine, il y a des endroits où c'est plus rouge qu'à d'autres. Voilà, bienvenue dans le monde de l'océanographie physique. Les courants bougent dans tous les sens, à des échelles spatiales très différentes. Il y a des petits trucs, il y a des gros trucs, il y a des choses qui affectent tout un bassin océanique, il y a des choses qui affectent juste une petite partie. Alors, j'ai discuté une fois avec des communicants où je leur disais c'est quand même compliqué d'expliquer l'océanographie parce qu'il y a tellement de choses. Est-ce que vous avez des idées simples? Et ils m'ont répondu si c'est compliqué, c'est que vous ne faites pas bien votre boulot. Parce que compliqué, c'est quand on ne sait pas expliquer. Complexe, ça c'est le terme que vous devez employer. Alors maintenant, c'est ce que je dis. J'espère que je fais bien mon boulot à vous expliquer ce dont il s'agit. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est complexe. Et c'est très complexe. Et là, vous avez vraiment un aperçu de toute la complexité des courants dans les océans. Je vous rassure, il y aura d'autres figures, on pourra les voir plus en précision, ces courants-là. Alors, là, je pensais qu'on avait un truc un peu plus tranquille, mais non. Encore plus de complexité. On regarde ce que c'est que l'océan profond. Qu'est-ce qui se passe sur ce schéma-là? Voilà, on est sur du schéma, c'est l'agrégation de toutes les théories, de tout ce qu'on a compris, les modèles, etc. Ici, là, vous avez une carte, d'accord, qui nous montre ce qui se passe sur la surface de l'océan. Là, on plonge en profondeur. Mais on ne peut pas tout regarder d'un coup quand on est en 3D. Donc, pour nous simplifier la tâche, on a mis ensemble l'Atlantique, ici, le Pacifique et l'océan Indien. Et tout est centré autour de l'Antarctique. Pourquoi l'Antarctique? Pourquoi pas l'Arctique? Parce que l'Antarctique, c'est un continent. Donc c'est vraiment un point d'ancrage. C'est le seul endroit d'ailleurs autour de l'Antarctique où il y a une zone d'eau libre de côte, où on peut avoir un courant qui fait le tour, le courant antarctique circumpolaire. Donc cette figure est centrée sur l'Antarctique et nous montre comment les bassins sont connectés entre eux. Alors évidemment, il y a des petits détails ici sur chaque bassin. On a simplifié en ramenant tout directement. Mais justement, le but de ce schéma, c'est d'illustrer que depuis le continent antarctique, il y a des masses d'eau qui s'en vont vers le nord, dans l'océan Indien ici, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique aussi. Et vous voyez les petites flèches là qui plongent un peu en profondeur. C'est ce qu'on appelle les routes de ventilation de l'océan. On forme des masses d'eau en surface qui après vont descendre plus en profondeur. Évidemment, on a la même chose ici dans l'Atlantique. On reviendra dessus plus tard, ça, pour les questions. Est-ce que ça plonge ou pas? Je pense qu'on est prêt pour répondre à ça. On a aussi des formations d'eau dense vraiment le long de l'Antarctique. Là, ce qui s'appelle AABW, l'autre fond antarctique, peu importe le détail. Mais vous voyez cette masse d'eau aussi qui pénètre en profondeur et qui remonte ensuite. Voilà. J'ai présenté ce schéma ici pour vous expliquer pourquoi, si l'idée que vous aviez de l'océan, c'est que les choses qui se passent en surface, petit à petit, vont en profondeur, c'est pas ça du tout. On a des routes privilégiées qui vont ventiler, qui vont amener des masses d'eau nouvelles de la surface en profondeur, et puis certaines, elles vont remonter ensuite. C'est pour ça que quand on regarde sur la verticale où se trouve le réchauffement, voilà, encore une fois, c'est complexe. Alors, cette coupe verticale, ici, je vous présente la profondeur, ici c'est la latitude, le sud, le nord, et là, cette fois, on a mélangé tous les bassins océaniques ensemble. Et en surface, c'est rouge, donc rouge, c'est la même unité que tout à l'heure. Combien on s'est réchauffé par dizaines d'années. Et donc tout le rouge ici fait référence à la dominance du rouge dans cette figure-là. D'accord? Ou même encore mieux pour la surface dans cette figure-là. Bien, mais en profondeur, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu. Il y a des endroits où ce réchauffement pénètre en profondeur,
en particulier dans l'océan austral. Je vous ai dit tout de suite, ça c'est l'Antarctique, c'est une île. Et puis là, on a une zone où l'océan peut tourner en rond et qui va injecter des masses d'eau en profondeur. Ben, c'est la signature de ça qu'on voit ici. Là, il y a du chaud qui arrive en profondeur. Dans l'Atlantique Nord aussi, on a cette forme de formation de masse d'eau qui va pénétrer en profondeur. C'est pour ça qu'on voit ce réchauffement des masses d'eau ici, mais qu'entre les deux, on a du refroidissement. Encore une fois, on n'est pas du tout dans la contradiction ici. On n'est pas du tout en train de dire que le changement global n'existe pas. C'est pas ça. Là, on est juste en train de montrer que la complexité océanique est telle que du coup, pour voir cette trace du changement global et du réchauffement dans les océans, c'est pas simple. Et il y a des endroits où ça se réchauffe de façon évidente et d'autres endroits où ça se refroidit. Alors sur cette figure, il y a des contours aussi qui ont été ajoutés. Je vous disais tout à l'heure, l'eau dans les océans est salée. Et elle peut être plus ou moins salée. Elle a tendance à être moins salée aux hautes latitudes et plus salée dans les tropiques. C'est en particulier lié au fait qu'il y a beaucoup d'évaporation de l'océan dans les tropiques. Il fait très chaud, donc on évapore de l'eau, le sel reste. Et beaucoup de précipitations, de pluie, dans les hautes latitudes. Aussi, quand la glace de mer fond, elle relargue de l'eau douce. D'où ce contraste. Et là, les petits pointillés montrent que les hautes latitudes sont de moins en moins salées. Fresh en anglais, c'est pas salé, dessalé. Et au contraire, les tropiques sont de plus en plus salés. Alors ça aussi, on sait l'expliquer, le processus. C'est lié à l'intensification des cellules atmosphériques qui vont faire encore plus d'évaporation aux latitudes tropicales et encore plus de précipitations aux hautes latitudes, en grande partie. Mais c'est possible aussi que ce signal ici, qui nous dit c'est de moins en moins salé, soit lié à la fonte de la glace. Ça, c'est fort possible. On pourra revenir dessus pendant les questions. Dernier point, mais ça j'en parlerai très peu, c'est ce C-ant. Ça, c'est le petit symbole qui parle du carbone anthropique. Le carbone anthropique, on y reviendra, c'est une des raisons pour laquelle l'océan joue un rôle pour le climat. Il stocke le dioxyde de carbone, produit par les activités anthropiques dans l'atmosphère. Il le stocke dans les océans en surface, mais il l'injecte en profondeur. Et ça donne accès à un très très large réservoir en volume pour stocker ce carbone. La conclusion de ce slide, c'est ces quelques phrases. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés. Le niveau de la mer a augmenté. On va y venir tout de suite. Les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté. Ça, en effet, on l'a vu. L'océan a absorbé à peu près 30% des émissions anthropiques de dioxyde de carbone, ce qui cause l'acidification des océans. L'acidification des océans, c'est ce qu'on voit par cette petite figure-là. C'est tous ces coraux dans les zones tropicales qui meurent et qui deviennent tout blancs, parce que ce sont des coraux morts. Bruno Turc en a parlé lundi dernier, et je suis ravie, parce que là, on est clairement hors de ma compétence. Et si vous avez des questions, vous pouvez essayer de me les poser, j'essaierai d'y répondre, mais c'est vraiment pas du tout ma spécialité. C'est ce qu'on appelle plutôt de l'ordre de la biogéochimie océanique. Alors, le niveau de la mer. Ça, c'est quand même un des trucs les plus iconiques du changement climatique. Et cette courbe-là fait écho à la première courbe. On fait la moyenne du niveau de la mer globale, toute la surface de la planète. C'est une anomalie, ici, en millimètres du niveau de la mer, par rapport à la moyenne des années 1900, donc on part à peu près à zéro. Et puis on regarde ce qui s'est produit jusqu'à l'époque où ce rapport a été publié, 2013. De nouveau, on a plusieurs lignes avec parfois du petit flouté. Ça, c'est parce qu'on a plusieurs bases de données, on a plusieurs façons de traiter ces données-là, il y a certaines données manquantes, il y a plusieurs techniques statistiques pour les combler, etc., etc. Mais toutes sont d'accord pour dire que le niveau de la mer globale a augmenté. Ça aussi, c'est sans équivoque. Et je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que je pense que c'est des choses qui ont été beaucoup débattues, mais juste, je pense qu'il faut être clair sur l'origine de cette augmentation du niveau de la mer. Parfois, on entend dire que c'est parce que la glace au pôle fond. Alors attention, de quelle glace on parle? Parce que la glace océanique, celle qui flotte à la surface des océans, quand elle fond, elle ne change pas le niveau de la mer. C'est comme quand vous avez mis le glaçon dans votre verre de coca, dans votre verre de whisky, messieurs. Quand vous mettez le glaçon, le niveau monte. Mais une fois qu'il y est, il peut fondre, ça ne change rien. D'accord? La glace, cette fois, qui est stockée sur les continents, par exemple sur le Groenland ou bien en Antarctique, alors là, oui, quand elle fond, le volume d'eau va arriver dans les océans. Il n'y était pas avant. Là, ça fait une augmentation au niveau de la mer. Mais principalement, ce qui fait l'augmentation ici, c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique des océans. C'est le fait que les océans, quand ils se réchauffent, prennent plus de place. Alors, si c'est un concept qui n'était pas évident pour vous, la petite image que j'utilise, moi, au fait de la science, par exemple, pour le représenter aux enfants, c'est que je les fais se mettre côte à côte
très serrés, comme si c'était des molécules d'eau. Et puis tout d'un coup, je leur demande de s'agiter. Parce que quand on chauffe, on s'agite. Quand on chauffe les molécules d'eau, elles s'agitent. Et bien quand on s'agite, on prend plus de place. Voilà, c'est aussi simple que ça. La dilatation thermique des océans. Quand les océans sont plus chauds, et on l'a vu, ils sont plus chauds, ils prennent plus de place. Et c'est ça qui explique en grande partie cette augmentation du niveau de la mer globale. Ok, mais à l'échelle locale, qu'est-ce que ça donne? Encore une fois, on a atteint un autre niveau de complexité, on retrouve la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on a regardé donc, la tendance pour chaque dizaine d'années, comme si on avait fait cette courbe-là, mais cette fois, à chaque fois qu'on a des observations. Les observations les plus fiables, c'est ce qu'on appelle des marégraphes. Donc c'est des instruments qui sont le long de la côte et puis qui mesurent le niveau de la mer. Alors évidemment, il faut traiter le niveau des vagues, de la houle, de la marée, etc. On essaye de filtrer tout ça. Et on regarde par décennie comment ça varie. Et on a mis des petits points de couleur sur cette carte. Il y a des endroits où il n'y a pas de points. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'instrument. Ça veut dire qu'à ces endroits-là, la tendance n'était pas significative. Le même concept que j'ai utilisé tout à l'heure. Ça veut dire que certes, il y avait bien une tendance, dans un sens ou dans l'autre, mais il y a tellement de fluctuations d'une dizaine d'années à l'autre, ou d'une année sur l'autre, que cette tendance, elle ne veut pas dire grand-chose. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme point? Donc là où la tendance, elle est significative, on a des couleurs qui sont jaunes, et puis on a du bleu. Et parfois, ils sont côte à côte. Parfois, on a un point bleu au milieu de jaune, etc. Autrement dit, des endroits où la tendance, elle est à la hausse du niveau de la mer, et des endroits où la tendance, elle est à la baisse du niveau de la mer. Même concept, même complexité que je vous présentais tout à l'heure avec les tendances de réchauffement dans l'océan superficiel. Il y a des régimes de circulation océanique d'une région à l'autre qui varient tellement que du coup, cette signature du changement climatique, même s'il est là, même s'il est global, elle peut être complètement inverse. Et on peut voir en effet à certains endroits des diminutions du niveau de la mer. Pour vous montrer comment ça se visualise vraiment, j'ai choisi 2 points ici. Un point en Australie, un point en Inde. Et vous voyez les stations où ça a été mesuré, en effet, il n'y a pas de point coloré sur la carte. Donc on est typiquement en présence de séries temporelles, donc là c'est de nouveau l'axe du temps, et puis ici cette fois des anomalies du niveau de la mer. On est en présence de choses où il n'y a pas cette tendance significative. Alors, on peut peut-être regarder d'abord la rouge, celle en Australie. Bon, on a l'impression d'avoir en effet quand même quelque chose qui augmente, mais vous voyez un petit peu ces oscillations qui ont l'air de prendre une dizaine d'années, une douzaine d'années, qui sont très 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 importantes. On a même l'impression d'avoir parfois un palier, cette fois sur à peu près une cinquantaine d'années. Et puis après, de nouveau, on a une tendance qui augmente. Typiquement, quand on est en présence d'une série temporelle comme ceci, là, on ne voit pas de tendance significative qui soit le signe du changement global, le même qu'on voit à l'échelle globale. L'autre exemple, c'est Mumbai, en Inde, la courbe bleue derrière. Là, on a des fluctuations qui ne sont pas aussi importantes, mais on a quand même des sauts. Et puis surtout, on a des changements de régime. Tout d'un coup, là, on augmente, puis après, c'est plutôt stable. Et puis après, à voir comment ça va continuer. Donc, ce n'est pas parce que, à ces endroits-là, il n'y a pas de hausse franche du niveau de la mer qu'il n'y a pas de changement climatique en cours. Il y en a un. Par contre, sa signature à l'échelle régionale, et surtout, combien il est important par rapport au reste, par rapport à cette variabilité naturelle que j'ai essayé d'introduire tout à l'heure, par rapport au fait que, même sans changement climatique, il y a des fluctuations dans l'océan. Et peut-être, en fait, ces fluctuations-là sont la variabilité naturelle. Peut-être que cette petite tendance, c'est le changement global. Peut-être. Il nous faut encore des données, il nous faut plus de temps pour pouvoir vraiment conclure. C'est la difficulté de parler du changement climatique à l'échelle régionale. Et dans les océans, dans les atmosphères, c'est encore plus vrai. Mais dans l'océan aussi, c'est vrai. C'est pourquoi une des conclusions du rapport du GIEC, c'est de dire qu'en plus de ce réchauffement sur une échelle d'années de plusieurs décennies, qui lui est robuste, sans équivoque, on l'a dit tout à l'heure, la température moyenne montre beaucoup de variabilité décennale à interannuelle d'une année à l'autre, décennale d'une dizaine d'années à l'autre. Et donc là, ils en parlent pour la température moyenne du globe. Mais pour moi, c'est la même chose pour les variations du niveau de la mer. Et c'est la même chose pour tout un tas de variables qu'on peut mesurer dans l'océan aussi. Et j'ai été confrontée directement avec cette complexité quand, au moment où je siégeais sur une table ronde de préparation de la COP21, le négociateur pour l'Égypte m'a dit « Écoutez, vous êtes bien gentils les climatologues avec le changement climatique et la hausse du niveau de la mer, mais moi je vais vous raconter ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, on avait une station balnéaire qui nécessitait une rénovation de toute son infrastructure. Ok, vous nous avez prévenu que le niveau de la mer allait augmenter.
Donc, on a décidé de déplacer toute la station balnéaire de 20 km dans les terres. Comme ça, on a prévu cet investissement, il est sur du long terme, le niveau de la mer va monter, on sera prêt. Et bien, pas de chance. 10 ans plus tard, le niveau de la mer, il a baissé. Résultat, la nouvelle station balnéaire, elle est à 30 km du bord, et il n'y a plus personne qui y va, et ils ont fait complètement faillite. Donc, quand moi, en tant que climatologue, je suis confrontée à ça, je suis bien embêtée. Parce que, oui, je comprends tout à fait, dans les océans, avec cette complexité à l'échelle régionale, je comprends tout à fait que la décision soit difficile à prendre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Et j'espère qu'on aura le temps d'aborder cette partie-là ensemble à la fin de mon exposé. Au contraire, ce n'est pas parce qu'il y a cette complexité qu'il faut attendre. Je pense que cette complexité est là et doit peut-être nous encourager à plus regarder, ou à faire plus de recherches, ou à travailler encore plus, pour pouvoir encore plus comprendre, et peut-être mieux prévoir, ou dire, en effet, à l'échelle d'un pays comme l'Égypte, attention, chez vous, le niveau de la mer, il va baisser. Ça, on n'est pas encore capable de le faire. Peut-être en travaillant un peu plus avec mes collègues, ou en se donnant plus de temps, plus de moyens, on pourra y arriver. Alors, une autre conclusion, c'est que le changement dans les océans, le réchauffement des océans, domine cette augmentation d'énergie dans le système climatique. Ça fait référence au petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec les petits nuages, le dioxyde de carbone, et que toute cette énergie qui est dans les océans, c'est 90% de ce qui a été accumulé. D'accord ? Donc là, le changement climatique, c'est plus d'énergie dans le système. 90% de cette énergie, elle est dans les océans. 10% dans l'atmosphère. Si vous vous demandez encore pourquoi je suis océanographe et pas atmosphéricienne, moi, je ne sais pas trop ce que je peux vous répondre. Parce que clairement, pour moi, c'est dans les océans qu'il faut aller chercher les moteurs de ces changements. Alors, je vous ai parlé du rapport de ce qu'on appelle l'AR5, le rapport du GIEC qui est sorti en 2013. 2013, ça date un peu. Il y a plein de choses qui ont été faites. Et c'est pourquoi on prépare maintenant le prochain AR6, qui est programmé pour être publié en 2021-2022. Le groupe de travail 1, qui s'occupe de la base scientifique, regroupe 228 auteurs, dont 6 en France. Bon, 6, c'est modeste, mais c'est bien, on est actif. Surtout, on est très fiers d'avoir, pour le bureau du GIEC pour la R6, 2 leaders, 2 chairman, dont Valérie Masson-Delmotte, qui vient de l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace, auquel je suis rattachée moi aussi, ainsi que mes collègues dans la salle. Et c'est vrai qu'on est très fiers. Valérie est quelqu'un de très abordable et très sympathique. Je vous encourage à regarder, à chercher sur France Culture. Elle a fait beaucoup d'émissions, plus ou moins courtes, plus ou moins détaillées, sur des sujets divers et variés. C'est vraiment accessible à un grand public. Donc je vous encourage à aller regarder ces travaux. En attendant le prochain rapport du GIEC, vous avez certainement entendu parler du rapport 1.5. Alors là, je ne reviendrai pas dessus en détail, pour la bonne raison que moi-même, je ne l'ai pas lu. J'ai regardé rapidement, je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais les thématiques qui sont abordées sont celles-ci. Comprendre le réchauffement à 1,5 degré. 1,5, c'était la cible pour la COP21 à Paris, qui s'est produite en 2015, sauf erreur de ma part. On reprend ici l'idée des projections des changements climatiques et des effets sur les sociétés, les risques associés. Pourquoi à 1,5 degré, ça vaut vraiment la peine de limiter le réchauffement à 1,5 degré, et pourquoi, si on va au-delà, c'est beaucoup plus compliqué. Les trajectoires d'émissions, les transitions compatibles avec le réchauffement planétaire de 1 degré. Là, vraiment, ce sont des... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Jusqu'à quel point il faut faire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré ? Et enfin, renforcer la réponse mondiale dans le contexte du développement durable et des efforts pour éradiquer la pauvreté. Je vous encourage à lire ce rapport. Alors, toute l'intégralité du rapport est disponible sur ce site-là. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, il n'y a pas besoin de mettre son mail, c'est accessible à tous. C'est en anglais. De nouveau, il y a un résumé pour les décideurs, et celui-ci est traduit en français. J'ai réussi à le trouver hier, je suis sûre que vous le trouverez aussi. Et donc voilà, je vous encourage à aller lire ça, à aller vous faire vous-même votre propre connaissance à partir de la base de ces travaux-là. Et de nouveau, oui, au moment de la sortie, Valérie Masson-Delmotte, dont je vous parlais tout à l'heure, a fait une présentation au Sénat le 11 novembre. C'est accessible en ligne aussi, c'est assez facile à trouver aussi. Donc ça dure un petit peu longtemps, ça dure une petite heure. Bon, vous allez déjà passer 1 heure avec moi, peut-être vous en aurez marre. Mais si vous voulez savoir plus sur le rapport 1.5, sur la biodiversité notamment, je vous encourage à aller regarder son intervention. Alors, pourquoi les océans sont importants pour le climat? Je vous ai dit tout à l'heure, 90% de l'énergie supplémentaire liée au changement climatique, elle est dans les océans. Pourquoi dans les océans et pourquoi ce sont les océans qui régulent le climat? Premier élément, c'est de la physique assez simple, assez basique. C'est de constater que
la masse des océans est 270 fois plus grande que celle de l'atmosphère. Bon, ça, ce n'est pas une histoire de volume, c'est une histoire de densité. Okay, on est bien au courant que la densité de l'eau est bien plus forte que celle de l'atmosphère. Maintenant, le concept de capacité calorifique. Ça, c'est un concept, je vous ai mis l'unité pour vous repérer pour les plus scientifiques d'entre vous, c'est un concept qui dit de combien il faut apporter d'énergie pour 1 kg d'une matière pour augmenter sa température de 1 degré. Voilà. Eh bien, celle de l'eau est 4 fois plus grande que celle de l'air. Donc, si on a une masse d'air et une masse d'eau équivalente, la quantité d'énergie pour réchauffer l'air d'1 degré, il faut apporter 4 fois plus d'énergie à l'océan. Mais il faut apporter 4 fois plus d'énergie, ça veut dire que l'océan aussi va la garder, cette énergie. Donc, au final, pour les océans, si on fait le produit de ces deux termes, ça veut dire que la capacité calorifique de tous les océans est 1000 fois plus grande que celle de l'atmosphère. Alors, à quoi ça sert cette capacité calorifique? L'exemple que je donne à mes étudiants, c'est la baignoire. Quand vous avez froid, est-ce que vous allez dans votre salle de bain, vous mettez le chauffage? Non, vous faites couler un bain chaud. Parce que vous mettez dans le bain, ça tient la chaleur et ça vous réchauffe plus longtemps que juste le chauffage dans votre pièce de salle de bain. Et bien c'est la même chose ici. L'océan est plus difficile à chauffer, il faut mettre plus d'énergie, mais elle y est cette énergie. Et il va la garder plus longtemps. Et il va vraiment réguler les fluctuations de la température de l'atmosphère, parce que lui, il va garder la chaleur. Un deuxième élément, c'est l'effet de serre, dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai remis le même schéma, je ne vais pas le revenir dessus en détail, mais cet effet de serre, plus le fait que l'océan couvre 71% de la surface de la Terre, vous montre que c'est l'océan qui réchauffe l'atmosphère, et pas le Soleil. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important et que, si vous pouvez retenir à la fin de ma conférence, je pense que vous comprendrez mieux tout ce qui se passe et toutes les discussions qu'on a dans les médias à propos de l'océanographie. Le troisième point, c'est cette histoire que l'océan absorbe 30% du carbone produit par les activités humaines. C'était la conclusion du rapport du GIEC. Je suis désolée, ce n'est pas ma compétence. On peut essayer d'en parler un petit peu après si vous voulez, mais voilà. Mais c'est un fait. Et enfin, le dernier point. Alors là, on est pile dans mon domaine d'expertise. Les océans transfèrent la chaleur reçue à l'équateur vers les pôles. Pour arriver à ce point-là, il faut qu'on reprenne cette histoire d'équilibre radiatif de la Terre. Et le même petit schéma que tout à l'heure, mais je vous le présente différemment. Cette fois, c'est ici, sur l'axe vertical, la latitude. Le pôle sud, le pôle nord. Et là, l'intensité, la même unité que sur mon schéma, des watts par mètre carré, la quantité d'énergie reçue, de chaleur. Et il y a 3 courbes dessus. Alors, si on revient avec toutes les flèches qu'on voyait tout à l'heure sur le schéma, la première, c'est l'énergie solaire qui atteint la haute atmosphère. Ça, c'est la courbe rouge-marron. Je ne sais pas trop comment vous la voyez. Là, ce qui est important, c'est de constater le grand différentiel entre l'équateur et les pôles. Alors là, il n'y a pas de magie ici. La Terre est ronde, le Soleil chauffe, il y a plus de soleil qui arrive avec l'équateur qu'au pôle. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'énergie solaire qui arrive à l'équateur et très peu qui arrive au pôle. Maintenant, l'énergie qui est réellement absorbée par la Terre, elle est inférieure, parce qu'il y a cette réflexion directe où l'énergie du Soleil arrive et hop, directement repart dans l'espace. Donc ce qui arrive vraiment sur la Terre, c'est le rose, cette courbe ici, plus faible, mais avec la même répartition spatiale. C'est-à-dire qu'on a plus d'énergie qui arrive à l'équateur et moins ce qui arrive au pôle. Et enfin, la troisième courbe, c'est ce qui est émis par la Terre, ce qui était en bas dans mon schéma. Alors, ce qui est émis par la Terre, là, encore une fois, on ne va pas chercher de la physique trop compliquée, c'est la loi de Boltzmann, sigma T4. La radiation de n'importe quel corps, en fonction de ta température. Sauf que la température, dans cette loi physique, elle est exprimée en Kelvin. Donc, certes, la température de la surface de la Terre, entre, disons, 30 degrés à l'équateur, 0 degré au pôle, il y a 30 degrés de latitude, c'est compliqué, c'est beaucoup. Mais si on passe ça en Kelvin, on est entre 273 et 303. Ça ne fait pas une si grande différence. C'est pour ça qu'ici, la courbe bleue, elle est quasiment droite. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de l'explication du schéma. La différence entre la bleue et la rose. C'est ça qui explique le rôle des océans. Dans la partie équatoriale, ici, dans les tropiques, vous voyez que la bleue, elle est en deçà de la rose. La rose, c'est ce qui est absorbé par la Terre. La bleue, c'est ce que la Terre émet. Si ce n'est pas la même chose, on va se réchauffer tout le temps, en permanence, en continu. D'accord ?
C'est l'inverse qu'on observe aux hautes latitudes. La bleue ici est plus forte que la rose. Ça veut dire qu'on émet plus d'énergie qu'on en reçoit. Donc si c'est le cas, et s'il n'y a que ça, eh bien, on va sans arrêt émettre de l'énergie et se refroidir, parce qu'on n'en reçoit pas tant que ça. Bon ben voilà, le différentiel entre ces deux courbes et ces deux zones jaunes-là explique qu'il faut qu'il y ait un transport de l'énergie de l'équateur vers les pôles. Il faut emmener l'énergie excédentaire qu'on reçoit au voisinage de l'équateur vers les pôles où on émet plus d'énergie qu'on en reçoit. Transport méridien de chaleur, c'est dans la direction d'un méridien, de l'équateur vers les pôles. Et c'est ce qu'on observe. Là, je vous montre sur cette carte-là, on va d'abord s'intéresser aux chiffres, les chiffres qui sont sur ces grandes lignes-là. Les lignes, c'est des trajectoires en bateau, où le bateau a échantillonné l'océan au fur et à mesure, et on en a déduit la quantité de chaleur qui traversait dans la direction méridienne, sud-nord. Alors, rouge, c'est quand le chiffre a été trouvé positif, c'est-à-dire vers le nord, et bleu vers le sud. Donc si on prend le cas du Pacifique ici, on a bien des chiffres rouges. Donc on a bien de la chaleur ici qui est transportée vers le nord. Et ici, le chiffre bleu, regardez pas celui-là, celui-là, le bleu là, ça marche dans l'autre sens aussi. Donc on a bien pour cette partie-là un transport de chaleur dans le Pacifique de l'équateur vers les pôles. Évidemment, on va parler du chiffre rouge là, parce que c'est quand même assez particulier. On a un transport ici dans une direction et là dans l'autre. Mais l'océan est complexe, je pense que vous le savez maintenant. Si on prend le cas de l'océan Indien, c'est plus clair. On a vraiment ici un chiffre négatif, c'est-à-dire un transport de la chaleur de l'équateur vers les hautes latitudes de l'hémisphère sud. Et l'Atlantique, alors l'Atlantique est singulier. Dans l'Atlantique, tout ce transport est dirigé vers le nord, qu'on soit dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord. C'est la spécificité de l'Atlantique. C'est pour ça qu'il y a ce fameux tapis roulant des océans. C'est ça ma spécialité d'étude. Je n'y entrerai pas en détail, mais là, ce qui m'intéresse, c'est de vous interpeller sur cette histoire de différence de climat entre Montréal et Paris. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ça aussi. Pourquoi à Montréal, on a un climat si froid? Pourquoi il fait si froid l'hiver? Et alors qu'en France, en Europe, finalement, c'est plus clément. Et on vous a dit, c'est le Gulf Stream qui réchauffe. Ah ben non, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc là, on en vient à regarder les couleurs. Les couleurs, c'est la quantité de chaleur qui passe de l'océan vers l'atmosphère. Alors, en bleu, ça veut dire que l'océan se refroidit, il réchauffe l'atmosphère. Et en rouge, c'est l'inverse. C'est quand l'océan se réchauffe parce que l'atmosphère se refroidit et réchauffe l'océan. Toute la bande tropicale, c'est rouge. Là, l'atmosphère chauffe l'océan. L'océan transporte cette chaleur vers le nord, c'est mes petits chiffres rouges, et là, au niveau du Gulf Stream, qui est exactement à cette région-là, là c'est bleu. Là, c'est l'océan qui chauffe l'atmosphère. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? L'atmosphère est chaude, ici, et les vents dominants sont des vents d'ouest, et résultat, on arrive avec de l'air chaud en Europe. Donc ce n'est pas le Gulf Stream qui vient chauffer les côtes bretonnes. L'eau est froide en Bretagne, vous l'avez tous vu. C'est le Gulf Stream qui chauffe l'atmosphère, qui modifie le jet stream, qui est l'équivalent dans l'atmosphère, et qui, lui, du coup, arrive en Europe, et fait qu'on a un climat modéré en Europe. Tout ça, c'est lié à l'existence de ce transport vers le nord de chaleur dans l'océan. Le bleu ne s'arrête pas ici. Toute cette zone-là, ici, c'est encore du bleu. C'est-à-dire c'est encore des zones où c'est l'océan qui va réchauffer l'atmosphère. Et donc, la situation privilégiée de l'Europe, par rapport à l'Amérique du Nord, c'est parce qu'elle est irriguée par des masses d'air qui viennent d'abord se réchauffer au-dessus de l'océan Atlantique. Voilà mon explication sur ce schéma, avec ces petits chiffres, ces couleurs. J'espère que vous êtes convaincus. Parce que la réalité de l'océan, c'est ça. Et là, les petits chiffres, les couleurs, les flèches, etc., c'est plus compliqué de les voir. Donc ça, c'est... Je triche pas, je vous dis tout de suite ce que c'est, on reviendra après sur comment on fait l'océanographie. Ça, c'est un instantané des courants dans l'océan tiré d'un modèle. Ce modèle-là, en l'occurrence, il est assez vrai. Ce n'est pas parce que je l'ai fait, c'est des collègues à moi. Mais c'est assez proche, en effet, de la réalité des courants. Ce que je vais vous montrer par ici, c'est que si ici on avait une image à peu près simple, avec ces grandes trajectoires, en fait, les courants océaniques sont partout et nulle part à la fois. Il y a des endroits privilégiés. Par exemple, ici, on voit une intensification. Le voilà, le Gulf Stream.
La bande équatoriale a des courants très intenses. Sur les bords ouest ici du Pacifique, le Kuroshio, on a aussi ici le courant des aiguilles, très important. Là, ici, on a encore. Mais tout le reste, vous voyez là, c'est ce genre de soupe, de spaghettis, avec des courants intenses, des pas intenses. Ils ne sont pas du tout dans une direction est-ouest ou nord-sud. Nous, regarde ces figures, c'est pas du tout ça qu'elle nous a dit. Bah oui, voilà, ça c'est la réalité de l'océanographie, c'est la complexité de l'océanographie. Alors comment on travaille? La première chose, c'est quand même d'aller en mer, prendre des observations. Connaître le fond des océans, c'est essentiel. Avoir des bateaux pour y aller, c'est encore mieux. Donc la France est bien dotée de toute une flotte de navires océanographiques. Ici, c'est la Thalassa, affrétée par l'Ifremer. On va en mer, et puis on envoie des instruments en profondeur qui vont prendre des échantillons d'eau de mer, qui vont mesurer aussi, là il y a tout un tas de capteurs, qui vont mesurer directement la température, la salinité, l'oxygène dissous, des nutriments, des choses comme ça. Et puis les bouteilles qu'on va ramener, c'est pour faire d'autres expériences et d'autres mesures sur les échantillons d'eau. Mais ceci ne nous donne pas directement les courants. Pour mesurer les courants, il faut mettre ce genre d'instrument. Une ancre au fond de la mer. Ici, c'est un largueur pour pouvoir récupérer l'instrument un jour ou l'autre. Et puis une bouée et un instrument ici qui va regarder, qui va mesurer les courants par effet Doppler. Bon, les détails de l'effet Doppler, on peut passer, mais grosso modo, c'est la même technique quand on se fait flasher par un radar en voiture. Mais là, on mesure les courants dans l'océan. Et c'est très précis, c'est très fidèle, c'est super. Mais on sait un point. Et si on avait mis le mouillage à 100 mètres de différence, on aurait autre chose. Et on ne sait pas ce qu'on aurait eu parce qu'on ne l'a pas fait. Donc de même, quand on fait une mesure dans l'océan, on la fait à un endroit. Et on ne la fait pas à 100 mètres, à 1 km, à 10 km ou à 100 km. Donc c'est formidable d'aller en mer prendre des données, mais il faut bien avoir conscience du fait qu'on a toutes les données sur tout l'océan, mais on a un seul point à la fois. Alors on a développé depuis les années 90 une technologie qui est d'envoyer des petits robots faire pour nous ces profils. Ces petits robots sont autonomes, c'est ce qu'on appelle des balises Argo. Et par exemple ici, si elles sont en surface, elles vont descendre, elles vont se balader à peu près pendant 10 jours à 1000 mètres de profondeur. Et puis tout d'un coup, c'est programmé, elles vont descendre à 2000 mètres, remonter, prendre toutes les mesures que nous on aurait faites en bateau, arriver en surface, elles les envoient à un satellite qui nous les envoie, moi dans mon bureau, je n'ai pas besoin de me mouiller les pieds, et puis c'est reparti pour un tour. Et ces flotteurs Argo restent 2, 3, 4 ans dans les océans. Bon, quand la batterie est morte, ils tombent au fond de l'eau. Ça, c'est la partie un peu moins développement durable. On essaie de les récupérer, ils ont des étiquettes, etc. etc. Mais l'avantage, c'est que tout de suite, il y a 3 jours, ils étaient là partout, tous ces flotteurs-là. Partout, tout de suite, il y a des 3778 flotteurs qui passent leur temps à dériver, et puis hop, ils font un petit prélevé, et puis ils dérivent, puis hop, ils font. Donc ça, il n'y a aucun bateau qui peut égaler ces mesures-là. Et c'est grâce à ces mesures, disponibles depuis le début des années 2000, qu'on a vraiment cette estimation de la quantité de chaleur stockée dans les océans. C'est grâce à ça, sinon on n'aurait pas cette information. Mais si vous observez, il y a des endroits où ils ne vont pas. Par exemple, près des glaces, dans l'Arctique et dans l'océan austral. Là, on a développé une autre technologie, c'est qu'on envoie des amis à notre place. On équipe des mammifères marins, d'autres animaux, de balises qui vont mesurer la température, la salinité. Comme ce sont des mammifères, ils reviennent à la surface régulièrement. Et là, hop, ça envoie les informations par satellite au chercheur, qui est resté bien au chaud chez lui. Et eux, surtout, ont la bonne idée d'aller sous la glace. Et donc, c'est une des façons principales d'avoir des mesures qui sont sous la glace. Bon, c'est bien, ça nous donne beaucoup d'informations, mais ce n'est pas non plus encore la couverture spatiale complète de tous les océans. Celle-là, pour l'avoir, on bénéficie des satellites. Alors, les satellites, la première façon d'utiliser les satellites, c'est la même chose que le géopositioning, le GPS, la géolocalisation, qu'on a dans nos téléphones, dans nos voitures, etc. C'est-à-dire que le satellite va repérer avec des points d'ancrage la position où il est, mais surtout la hauteur d'eau. Alors là, l'incertitude, c'est de savoir la hauteur d'eau par rapport à quoi. On a ce qu'on appelle un ellipsoïde de référence. Bon, il y a un petit peu d'incertitude, il y a un petit peu de travail statistique ici. Mais le satellite nous donne la hauteur du niveau de la mer. C'est très utile. On a parlé tout à l'heure de la hauteur du niveau de la mer, des tendances, des fluctuations d'une région à l'autre qui étaient très différentes. Mais là, depuis le début des années 90, où on a accès à ces mesures par satellite du niveau de la mer, on a vraiment révolutionné la façon dont on voyait les océans et les changements dans les océans.
Les satellites nous donnent aussi la couleur de l'eau. On en déduit la température. Ici, vous voyez le courant des aiguilles au large de l'Afrique du Sud, l'équivalent du Gulf Stream, si vous voulez. Et ce qui est très beau dans cette image pour nous, océanographes, c'est de voir les détails ici. Tous les fronts très marqués de température, d'eau chaude et les contrastes avec les eaux froides avoisinantes. Le satellite nous donne aussi la quantité de chlorophylle. Donc c'est la même région, cette fois on voit un panache ici de chlorophylle qui est assez particulier, de chlorophylle dans la surface des océans, et donc on en déduit la concentration de phytoplancton, zooplancton, tous les écosystèmes dépendants de cela également. Mais le satellite nous montre la surface et pas la profondeur des océans. Donc si les observations en in situ nous donnaient bien toute la profondeur, mais qu'à un endroit, le satellite il donne toute la surface, mais pas la profondeur. Donc le troisième élément majeur pour faire de l'océanographie, c'est-à-dire comprendre, étudier les courants dans les océans, c'est la modélisation. Et c'est ma spécialité. Pourquoi on peut modéliser les océans? Parce qu'on a des équations qui viennent de la physique, qui viennent de Newton, qui nous disent comment se passent les écoulements fluides. Alors ici, j'ai choisi de vous montrer un système d'équations qui correspond vraiment à l'océan, mais si j'étais reparti en amont, en faisant moins d'hypothèses, c'est les mêmes équations qui régissent les écoulements dans les turbines, les vols de l'avion, les profilages des voitures, etc., etc. C'est les mêmes équations. On les adapte, on les ajuste, on prend les échelles qui correspondent à l'océan, on obtient ceci. Des équations continues. Les mathématiques, c'est bien, mais les mathématiques, ça dit ce qui se passe partout tout le temps. Or, un ordinateur, ça ne peut pas tout à fait travailler partout tout le temps. Ça a besoin d'avoir des informations discrètes, on dit. Et donc, notamment, il faut représenter le globe avec ces petits carrés, des petits pixels. Si vous avez l'impression que c'est une image tirée d'un jeu vidéo des années 80, c'est bien ça. On représente le monde réel avec des petits pixels. Alors évidemment, plus ces petits carrés vont être fins, plus on sera fidèle à la réalité. Mais plus ce sera coûteux en temps de calcul, et donc moins on pourra couvrir d'années qu'on va essayer de représenter comme cela. La figure que je vous ai montrée, c'est le produit d'un de ces modèles, relativement fine résolution pour la période actuelle. Mais coupler quelque chose comme ça avec la même chose dans l'atmosphère, avec la même chose pour les surfaces continentales, eh bien on obtient un modèle du climat, complètement autonome, qui ne se nourrit pas d'observations et qui essaye de reproduire la variabilité du climat. Et là, on est bien sûr obligé d'avoir des petits pixels assez grossiers, mais on peut représenter le climat sur plusieurs milliers d'années. À quoi ça sert, cette modélisation? Alors, on reviendra sur la modélisation du climat. Là, je parle plutôt des choses qu'on fait comme ça, de façon assez réaliste. Ça sert à vraiment être opérationnel. L'océanographie opérationnelle, c'est ça le terme qu'on utilise. Ça veut dire, typiquement, le cas du Prestige. Le Prestige, c'est ce pétrolier qui a commencé à larguer son pétrole de ses soutes en 2002, au large du Portugal, au nord de l'Espagne. Et là, la question, c'est où va partir le pétrole? Est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'on peut dépêcher des solutions pour le récupérer en mer, ou au moins prévoir à terre les plages où le pétrole va arriver? Eh bien, Météo France s'en est occupée, et les petits points bleus sont les prévisions de Météo France, basées sur le vent. Le vent, c'est quand même le premier moteur des courants marins. Et les petits points bleus disent oui, alors les nappes de pétrole vont arriver jusque-là. La question, c'était combien dans le golfe de Gascogne, le Prestige, la pollution du Prestige va arriver. Et les petits points bleus arrivent jusqu'ici. Là, les petits triangles noirs, c'est la plupart des nappes de pétrole qui ont été observées, essentiellement aéroportées, par avion, par hélicoptère. OK, mais il y a des petits triangles noirs qui sont là. Et là, il n'y a pas de points bleus. Par contre, il y a des points rouges et des points verts. Et les points rouges et verts sont la même prévision quand cette fois on tient compte des courants océaniques. Comment on les connaît? On ne peut pas les mesurer directement. Donc ce sont ces gros modèles ici, dans lesquels volontairement on met plein d'observations pour être le plus proche de la réalité, qui peuvent nous dire au jour le jour quels sont les courants océaniques. Et là, on a un bon accord entre ce qu'avaient prédit ces modèles et les observations. Une autre utilité de ces modèles qui sont très très fidèles à la réalité des courants, l'utilité, c'est pour les écosystèmes. Et je suis assez fière ici de montrer l'image d'un de mes étudiants qui a représenté les trajectoires de ces petites bébés tortues. Vous vous en doutez, la capacité de nage des bébés tortues, elle est réduite. Donc ils ne font pas grand-chose que se laisser porter par les courants.
Et si on veut comprendre où ils vont, où est-ce qu'ils vont manger, où est-ce qu'ils vont se faire manger, est-ce que ce sont des espèces à protéger ou pas, parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup à manger ou elles sont beaucoup mangées, eh bien on utilise ces modèles qui reproduisent les dérives de ces petites choses-là parce qu'on connaît les courants, parce qu'on représente les courants de façon très très fidèle. Ça, c'est très intéressant pour les gens qui travaillent, les biologistes, mais aussi, par exemple, pour la planification des aires marines protégées. Savoir, dans une zone océanique qui n'a pas de mur, qui n'a pas de frontières, où est-ce qu'il y a des migrations, où est-ce qu'il y a des écosystèmes qui vont se balader, est-ce que c'est toujours pareil, est-ce que ça change, est-ce que le changement climatique a un impact sur ces migrations-là. Mais pourquoi on fait tout ça? La première utilité, d'une certaine façon, c'est ce que je vous disais sur ces écosystèmes, c'est comprendre l'actuel. Comprendre les conditions océaniques actuelles, j'inclus dedans le passé proche, on va dire les 5 dernières années, pour prévoir le futur proche. Le futur proche à l'échelle de 1 mois à 5 ans, et surtout les événements extrêmes. Conditions océaniques, j'inclus dedans les courants, la hauteur du niveau de la mer, la température, la salinité, les nutriments, ce dont vont se nourrir toute la faune et la flore marine, l'oxygène, les déplacements des larves, des petites tortues, tout ça. Tout ce qui dépend de la circulation dans les océans. À quoi ça sert? À prévoir le temps qu'il fait. L'océan a un très fort impact, en particulier sur la création, la dissipation ou l'entretien et puis les déplacements des grands cyclones, sur les tempêtes, sur les niveaux côtiers, sur les épisodes aussi de blanchiment du corail, sur les événements extrêmes, même très loin dans les continents. Ça a un impact sur les écosystèmes, sur les sociétés. Tout ça, c'est une des grandes raisons pour lesquelles on étudie les océans, c'est parce que ça nous touche. Et nous, pas seulement pour notre confort personnel, mais il y a aussi beaucoup de ressources économiques qui dépendent de l'exploitation de la mer, qui ont un grand intérêt à savoir quand un événement extrême va arriver, ou à savoir, même sans événement extrême, quelles sont les conditions océaniques. Ça, pour moi, c'est la première motivation. Est-ce qu'elle est plus ou moins que la deuxième? Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas trancher. Mais la seconde, c'est le plus long terme. Le plus long terme, c'est vraiment de comprendre le changement climatique global et prédire le climat du futur. C'est pas simple. Je vous ai mentionné tout à l'heure le petit joujou, la machine virtuelle du climat qu'on utilise. Ça dépend de très très gros calculateurs. Ici, c'est une photo d'un de nos calculateurs, il me semble, si je ne me trompe pas. Et là, l'intérêt, c'est bien de prévoir les conséquences pour les écosystèmes terrestres et marins. Je nous inclus dedans, hein, on fait partie des écosystèmes terrestres. D'informer les décideurs politiques sur combien il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et aussi d'informer la société sur ce que c'est que le changement climatique et quelles sont ses incertitudes. J'aime beaucoup cette photo ici, là, que j'ai trouvée sur Internet, qui dit « Je ne crois pas au changement global », avec cette photo du niveau de la mer, on voit qui a augmenté. Ça fait vraiment référence à cette anecdote que je vous racontais sur le fait que expliquer aux sociétés ce que c'est que le changement climatique et pourquoi, peut-être là tout de suite, ils ne le voient pas, mais pourtant c'est là, pour moi c'est fondamental. Et pour cela, il faut d'abord qu'on ait bien compris ce que c'est et qu'on soit sûr de bien prévoir ce que c'est. Bon, évidemment, il y a des écosystèmes, on sait, avec le changement climatique, ils n'ont pas beaucoup de temps encore à rester. Alors voilà, je voulais terminer sur ce qu'on fait vraiment, enfin du moins ce que moi j'ai beaucoup fait ces dernières années, mais heureusement que je n'étais pas toute seule, je suis ravie que j'ai des collègues dans la salle qui se sont aussi beaucoup impliqués dans ce travail-là. Donc l'IPSL, je vous ai présenté l'Institut, on a un centre de modélisation du climat qui a produit un nouveau modèle de climat, donc ces grosses machines-là. Donc on a à la fois de l'océan, on a à la fois de l'atmosphère, on a des surfaces continentales. On essaie de reproduire le plus possible de climats. Par exemple, on reproduit les climats du passé aussi, les climats glaciaires. Pourquoi? Parce qu'on se dit que si on est capable de le faire, c'est qu'on est vraiment bon. C'est que notre modèle est vraiment très fidèle à la réalité du climat terrestre. On essaie de reproduire la variabilité naturelle du climat pour qu'une fois qu'on lui rajoute les conditions externes du changement climatique, on puisse voir si ça a un effet ou pas et quel est cet effet. Et ces effets, j'ai choisi ici de vous montrer la température de surface de l'océan dans cette boîte ici.
Alors le choix de la boîte, je l'ai fait avant-hier, et elle est carrée parce que c'est plus simple pour moi de le faire carré. Si j'avais pu faire tout le golfe de Gascogne, je l'aurais fait, mais j'avais pas beaucoup de temps à ce moment-là. Mais je suis sûre que les résultats ne changent pas vraiment. Et donc, vous avez ici sur cette courbe la température de l'océan en degrés Celsius, ici la date, en gris ce qu'on a reconstruit, et en violet un jeu d'observation. J'aurais pu en prendre d'autres. J'en ai pris un aussi parce qu'il était disponible. Merci nos étudiants en postdoc qui préparent les champs pour nous. Et alors là, le match est remarquable. Pour être honnête, Juliette, ma collègue, n'a pas encore vu cette figure et je voulais lui faire la surprise. C'est remarquable. Parce qu'il faut bien comprendre, le gris, là, notre modèle virtuel, il n'y a pas d'observation dedans. Il n'y en a pas. Et donc que tout d'un coup, sur une si petite région, sur toute cette période, ça colle aussi bien, c'est vrai, c'est assez exceptionnel. Bon, je suis assez contente. Bon, mais par contre, attendez, là je suis contente parce que c'est à peu près superposé, mais on est bien d'accord, les pics, ils ne marchent pas. Hein, là, il s'est passé des trucs, le violet et le gris ne sont pas pareils. Ça, c'est normal. La raison pour ça, c'est qu'en fait, ici, le modèle, il a reconstruit depuis 1850. Mais on n'a pas d'observation là. Et d'ailleurs, si jamais il y a quiconque qui arrive à nous produire l'état de l'océan et de l'atmosphère en 1850, alors là, je suis prête à lui donner beaucoup d'argent. Mais on ne le connaît pas. Et d'ailleurs, on ne le connaîtra jamais. Donc, il y a l'incertitude fondamentale qui est qu'on ne sait pas d'où partir quand on intègre ces modèles-là. Donc, pour pallier ou pour comprendre cette incertitude, on ne fait pas l'exercice une fois, on le fait 30 fois. Alors là encore, un coup de chapeau à toute l'équipe, parce que faire 30 fois les mêmes simulations, vu le coût de calcul que ça représente, c'est monstrueux. On est à peu près, à l'heure actuelle, une vingtaine de centres de par le monde à essayer de faire ceci en préparation du prochain rapport du GIEC. On a été les premiers à le faire. Et faire 30 fois cet exercice, a priori, on sera peut-être les seuls. Alors, quel est l'intérêt de refaire 30 fois? Parce que là, on ne voit rien. Ben, l'intérêt, c'est de voir que, point par point, toutes les courbes violettes font partie des possibles que notre modèle a envisagés. Qu'on ne refasse pas exactement la même route, ça, on s'y attend. Mais par contre, que tous les possibles, on puisse les reconstruire, c'est là où on est content. Donc, plutôt que représenter tous ces spaghettis, moi, j'aime bien représenter la moyenne noire, qui est la moyenne de tout ça, et puis le flouté gris que vous avez derrière, là, qui nous montre que c'est une statistique, c'est 5%, 95% de ce qu'on a obtenu. Mais par contre, vous y trompez pas, la moyenne noire, c'est la moyenne de tous les possibles. Donc, forcément, elle est plus lisse que la violette et que les grises derrière, d'accord? Parce que si on a tout un tas de choses et qu'on fait la moyenne, c'est plus plat. Il nous reste la tendance du réchauffement. Et avec ce modèle, les observations s'arrêtent ici, mais nous, on peut continuer. On peut prévoir le futur. Alors, il y a une grosse incertitude dans le futur, c'est qu'est-ce que nous, on va faire? Moi, vous, nos sociétés? Est-ce qu'on continue à prendre l'avion pour partir une semaine en vacances, pour partir un week-end à New York? Est-ce que les gouvernements continuent à être finalement assez laxistes en termes de réduction de gaz à effet de serre? Comment les sociétés prennent en compte cela? Ces différents scénarios, c'est ça qui fait les différentes couleurs qu'on a ici. Le bleu, c'est si tout d'un coup, c'est aujourd'hui, je suis hyper convaincante, vous changez tous de mode de vie, tous les décideurs politiques m'entendent et ils sont aussi convaincus, et là, on arrête tout. Voilà, bon, bah là, on va suivre la trajectoire bleue. Je suis assez optimiste de nature, j'adore mon métier, mais je ne me fais pas de l'heure non plus, je ne crois pas que ça va arriver. Alors si par contre, on ne fait rien du tout, c'est le rouge. Oui, c'est pessimiste en fait, là. C'est assez déprimant. Dans tous les cas, on se réchauffe. Et même la courbe bleue, elle commence par se réchauffer. Et ce n'est pas négligeable. Et j'anticipe tout de suite votre question, est-ce que ça valait la peine de faire ce rapport, à savoir si on réussit à limiter le réchauffement à 1,5? Pour moi, oui, le rapport est bien, mais non. On sait déjà qu'on va dépasser les 1,5 degré de réchauffement et qu'on va sur une trajectoire qui est bien plus importante. Alors, il y a un autre élément, alors peut-être j'anticipe trop, mais je crois qu'on va peut-être en parler, c'est l'histoire de la fonte de la glace arctique. Parce que ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, les pôles se réchauffent, évidemment, la glace, ça fond. Et ça, on l'a déjà observé. Cette figure ici, cette photo par satellite, vous montre en blanc la couverture de glace en septembre en 2016 et en jaune la moyenne pour la période 81-2010. C'est pas si loin, hein. C'est pas si loin, c'est juste tout proche. Et donc là, on voit notamment l'ouverture de passages, ça c'est l'archipel canadien, les fameuses nouvelles routes, la route du Nord, l'exploration des hydrocarbures aussi, l'exploitation des hydrocarbures, c'est super important.
Bon, ben, la glace en Arctique, elle fond, ça date pas d'hier. Ça, c'est la petite figure qui vient du rapport du GIEC qui le montre. C'est une tendance qui est vraiment là depuis, grosso modo, 1950. Et donc la glace en Arctique fond. Et avec la glace en Arctique qui fond, c'est le l'eau douce qui arrive sur l'Atlantique Nord. Et on a vu fleurir dans les médias tout un tas de rapports disant que ah là là, ça va avoir un impact sur les courants, sur la circulation thermohaline, sur le tapis roulant, ça va bloquer la plongée des eaux denses ici, et tout va s'arrêter, et finalement on va retourner dans une ère glaciaire. Et ces climatologues, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je vous le fais en résumé, mais moi ce que j'ai lu, c'était à peu près ça. Alors venons-en à ce tapis roulant des océans. Pourquoi je n'aime pas cette figure? Pas du tout. Je ne vais pas vous le dire avec mes mots, je vais utiliser les mots d'une collègue américaine, Suzanne Lozier, qui dit « Les branches de la circulation de retournement, le tapis roulant si vous voulez, ne sont pas continues, ni spatialement, ni temporellement. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on voit un tapis roulant, avec des effets causes-conséquences, des choses qui s'enchaînent, ce n'est pas du tout ça. En fait, si jamais on coupait tout ça, on fait plein de petites coupes, et qu'on accepte qu'il y ait des choses qui se produisent à un moment et pas à côté, et à un moment et pas au même moment ailleurs. Voilà, ça c'est la réalité. Alors si vous êtes à la recherche d'un bon schéma de la circulation dans l'Atlantique Nord, moi je préfère celui-ci. Celui-ci qui montre que la première circulation dans les océans, c'est des gyres océaniques ici qui tournent. Ici, il y en a encore une autre. Et que certes, il y a des courants, le long du bord ouest essentiellement, qui sont à peu près cohérents ici, qui vont vers le nord, et puis en bleu, en profondeur, qui vont vers le sud. Alors là, oui, je suis d'accord, on peut en discuter. Ça, en effet, c'est bien un schéma de la circulation dans l'océan Atlantique. Et cette circulation ici, parce qu'elle transporte la chaleur vers les pôles, je vous ai raconté tout à l'heure sur mon joli schéma avec mes petits chiffres dans des boîtes, et ok, c'est ça, mais bref, on transporte de la chaleur vers le nord. C'est ça qui fait la stabilité du climat actuel. Donc l'enjeu, il est de savoir qu'est-ce que ça va devenir. Une façon de le savoir, c'est d'instrumenter le long ici d'une latitude qui a été choisie. On a mis, je vais essayer de vous schématiser les petits mouillages là. Bon, c'est assez grossier. Mais on a mis des petits mouillages comme ça, de part et d'autre. C'est une radiale qu'on appelle rapide, pour mesurer cette circulation. Et les mesures qu'on a faites ici sont indiquées en rouge ici. Alors là, cette fois, l'axe des ordonnées, c'est des sverdrup. Des sverdrup, c'est des millions de mètres cubes par seconde. C'est un débit. C'est une quantité d'eau qui passe par rapport au temps. Et la courbe rouge, j'insiste bien, c'est ce qu'on a mesuré. Et en effet, on voit des choses qui varient beaucoup. Alors, bon, là, il y a une grande chute, puis après, ça remonte, mais grosso modo, il y a une tendance à diminuer. Ouais, on aimerait bien avoir un peu plus d'observation quand même de ce truc-là, parce que vu toutes les fluctuations, je vous parlais tout à l'heure de significativité de la tendance, est-ce que vraiment cette tendance, elle est nette ou pas? Mais il faut plus d'observations pour le savoir. C'est pourquoi il y a cette ligne noire derrière. La ligne noire, elle essaye de reconstruire, cette fois, à partir de choses indirectes, et en particulier des observations par satellite. Je vous ai dit, les satellites, ça commence début des années 90. Là, on a cette courbe noire, et on voit de nouveau qu'on a des trous, des augmentations, des diminutions, des augmentations, des diminutions. Bon, ok, grosso modo, ça a quand même une petite tendance à diminuer. Pourquoi ça diminue? Ça, c'est notre sujet d'étude. Je ne peux pas vous répondre tout de suite. Peut-être d'ici 5 ans, j'aurai une réponse. Est-ce que c'est l'impact de la fonte de la glace? Peut-être. Est-ce que ça n'est pas? Peut-être aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que nos gros modèles, ils font ça aussi. Et donc là, c'est le même type de figure que tout à l'heure. Vous vous souvenez avec mon noir là, et puis le gris, etc. Sauf que cette fois, c'est ce débit de cette circulation que je reproduis. Et puis j'ai mis en même temps ce qu'on fait ici dans la période observée, et puis le futur. Voilà. Ben, toutes nos simulations montrent qu'en effet, cette circulation, elle s'effondre, elle diminue très fortement. Donc les arguments des climato-sceptiques comme quoi ils n'ont pas prévu, les climatologues, que le tapis roulant il allait s'arrêter, si, on a ça dans nos modèles. Est-ce que ça plonge la Terre dans une ère glaciaire? Non. Parce qu'en même temps qu'on a ça dans nos modèles, la température, cette fois je vous ai pris tout l'Atlantique Nord, elle continue d'augmenter. Et quelle que soit la décision prise par nos décideurs politiques, par les sociétés, par vous, par moi, dans tous les cas, on continue de réchauffer, même si cette circulation, elle s'effondre. Alors je suis bien d'accord qu'il y a plein de choses incertaines encore dans nos modèles. On a une représentation de la calotte du Groenland qui est assez grossière. On essaye de faire mieux. Il y a des challenges technologiques sur lesquels on travaille. On essaie de s'améliorer. Évidemment, ce n'est pas fini. On va continuer à s'améliorer. Mais par contre,
Une diminution de ce tapis roulant, oui, on a ça. Que ça nous plonge dans une ère glaciaire, non. Dans tous les cas, toutes nos prévisions disent qu'on va vers du réchauffement. Et beaucoup plus que 1,5 degré. Moi, ça me paraît évident. Alors que faire? Je ne voulais pas en rester là, parce que je pense avoir un tempérament plutôt optimiste. Et je me suis dit, je vais me tenter à l'exercice de sortir de ma carapace de scientifique et vous raconter comment moi je digère toutes ces informations. Parce qu'après tout, ce sont mes propres résultats et oui, je suis d'accord, c'est complètement déprimant. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je vous raconte comment moi je le vis. Vis-à-vis de mon activité de chercheuse, déjà j'essaye de partager mon expertise avec vous, avec des étudiants, avec des scolaires, avec mes collègues scientifiques aussi. Parce que faire tout ça pour le garder pour moi, pour éventuellement pouvoir briller derrière, ça ne m'intéresse pas. L'urgence climatique, elle est telle que là, il faut qu'on aille le plus vite possible et qu'on fasse le plus de progrès possible dans le plus court temps possible. Limiter le coût carbone de mes activités de recherche, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas seule. Je fais partie d'un laboratoire et d'un institut qui sont très dynamiques pour évaluer combien on émet de carbone à faire ces recherches. Ça vous paraît peut-être saugrenu, mais pour de vrai, si on émet beaucoup de carbone en faisant nos recherches pour dire après, il ne faut pas en faire, c'est un petit peu ridicule. Donc non seulement on le quantifie, il y a aussi un collectif national qui s'appelle Labo 1.5. 1.5 comme 1,5 degré de réchauffement, qui vise déjà à comptabiliser nos émissions de carbone et pour pouvoir ensuite essayer de les réduire. Ça a un impact très concret. Hein. Par exemple, toutes les collaborations ou toutes les conférences aux États-Unis, moi, j'y vais plus. Ou alors j'y vais quand vraiment c'est très, très, très indispensable et je sais que je vais en gagner beaucoup. Parce que j'essaye de prendre l'avion le moins possible, une fois par an, c'est tout. Bon, ça limite les collaborations, forcément. Vis-à-vis de mes collaborateurs, je pense que c'est important de mentionner ici, on pourra revenir dans les questions si ça vous intéresse, mais que du côté des climatologues, on n'est pas déprimé, mais quand même un peu. Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas nouveau, tout ce qu'on raconte, qu'on le dit, que le tableau, il n'est pas catastrophique, il est encore pire que ça, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Et bon, moi, mon parti pris, ça n'a pas été de dire « je jette l'éponge », mais c'est de dire au contraire, moi je pense qu'il y a encore à faire. Il y a encore à faire à mieux comprendre, à mieux expliquer, à mieux prévoir à l'échelle, à cette petite échelle régionale, comme le négociateur égyptien que je n'ai pas réussi à convaincre. Et un jour, je vais y arriver, je pense. Je suis aussi citoyenne, comme vous tous. Et j'essaie de consommer local et durable. C'est la seule chose qui fait sens pour moi. J'essaie de limiter le coût carbone de toutes mes activités. Donc en effet, les billets d'avion, les vacances en Thaïlande, c'est fini, parce que ça ne fait pas sens par rapport à ce que je fais aussi. J'essaye de partager mes convictions et d'écouter celles des autres. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est largement pas assez. J'essaie juste de vous montrer comment moi je le fais. Je suis très intéressée de savoir ce que vous faites. Et à chaque fois que je me dis je suis bien là. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Combien il faut faire encore plus. Il faut faire encore plus. Je pense qu'il faut toujours fournir des efforts. Vu l'urgence du changement climatique, il faut s'efforcer le plus possible. Puis j'ai la chance d'être maman et d'avoir 2 formidables jeunes filles. J'essaye de leur expliquer les enjeux environnementaux. Bon, ça ne leur plaît pas toujours et puis ça ne les intéresse pas toujours, donc il faut savoir y revenir. J'essaie de leur donner envie de protéger leur planète. Et qu'acheter des jouets, des Barbie qui sont faites en Chine, c'est super, mais non, on va éviter. Donc voilà, c'est pas facile. Mais surtout, je sais que le futur est incertain. Alors moi, personnellement, j'essaye de me réjouir avec elles du présent. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler aujourd'hui. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous laisse pour ce que vous avez dit pour les océans, l'augmentation du niveau des océans, mais c'est valable uniquement pour les océans. Pour la mer, les mers fermées, en tout cas, ça devrait diminuer le niveau des mers, non? Et justement, si c'est pour l'Égypte, vous parlez, est-ce que c'est pas la Méditerranée qui est presque une mer fermée, alors justement que ça diminuerait? Est-ce que c'est pas ça? Ensuite, j'aurais une deuxième petite question, c'est sur les courants marins. Quelle est l'origine? Est-ce que c'est justement le transport de chaleur qui fait les courants marins, ou est-ce que c'est aussi le vent et tout ça, ou qu'est-ce que là? Voilà les 2 questions. Merci.
Merci. C'est deux excellentes questions, donc je suis ravie. La première, les mers fermées. Alors, très honnêtement, ça dépend de quelle mer. Et je suis d'accord avec vous que tout ce que je vous ai raconté ici, finalement, joue pas trop, quoique. La dilatation thermique de l'eau, elle est là. C'est pas que l'eau salée. Maintenant, il faut voir que ces mers fermées, en général, elles sont plutôt sujettes, non pas à des grands mouvements dans les océans, des dynamiques régionales, mais à les conditions météorologiques. Combien il pleut et combien il va moins pleuvoir et combien il va évaporer. Donc sur ça, malheureusement, c'est l'expertise atmosphérique. La Méditerranée, je n'ai même pas ça en tête. C'est un bassin d'évaporation, c'est certain. C'est-à-dire que c'est un bassin de base qui évapore beaucoup et qui ne baisse pas son niveau de la mer parce qu'il y a une entrée d'eau à Gibraltar. Et cette entrée d'eau, elle est d'ailleurs moins salée, qui fait toute une dynamique très intéressante. La Méditerranée est très importante pour la circulation globale. Mais d'autres mers fermées, comme des grands lacs africains par exemple, ou des choses comme ça, pour moi c'est plutôt dépendant de cette histoire de cycle hydrologique. Ce qu'on sait, ce qui est établi, c'est que le cycle hydrologique s'intensifie. Ça veut dire qu'on évapore plus là où on évapore, et on précipite plus là où on précipite. Donc grosso modo, on évapore plus dans la bande tropicale, et on précipite plus dans les extratropiques. Donc ça peut expliquer pourquoi certains lacs ponctuels vont finalement voir leur niveau augmenter, parce qu'il y a plus d'eau qui se déverse. Mais je m'en tiendrai là, parce que je ne suis pas spécialiste de ces mers-là. Maintenant, sur la deuxième question, sur les courants marins, je suis normande. Et donc je vous dirais, on ne sait pas. Il y a une partie qu'on sait. C'est-à-dire qu'il y a des grands moteurs de la circulation. La chaleur, ce chauffage radiatif, on l'a vu, hein, pas que le soleil, c'est tout ce qui passe par l'atmosphère d'abord et par les gaz à effet de serre. Le différentiel, le fait qu'on chauffe à certains endroits et moins à d'autres. Et bien ça, l'océan n'aime pas. Le chaud à côté du froid, oui, le chaud va aller sur le froid. Le vent est le premier facteur de mise en mouvement. Attention, c'est complexe. On met en mouvement les 50 premiers mètres de l'océan. Mais ces 50 premiers mètres et les structures de vent vont faire qu'on va accumuler de l'eau, même si c'est que sur 50 mètres, l'accumuler à certains endroits et l'enlever à d'autres. Et c'est le gradient de pression qui en résulte qui fait les grands mouvements des gyres océaniques. Et enfin, ces histoires de transport méridien, en surface, le transport vers le nord, c'est la résultante de tout ça. En profondeur, on en parlait encore hier pendant 2 heures avec Casimir et Juliette, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il y a des courants en profondeur. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est nos travaux de recherche. Me rappeler ce que j'ai proposé une fois aux chercheurs, vos collègues. Je leur ai dit, votre discours actuellement est très crédible par rapport au discours politique. Le problème, c'est qu'il nous faut comment faire pour que le discours des chercheurs, qui est crédible pour l'instant, soit connu par une grande masse des gens. Or, je vous prends un exemple très simple. Au sujet de l'Europe, qui est une question cruciale, on ne discute pas, il n'y a pas moyen, il n'y a pas un cadre pour discuter des problèmes actuels de l'Europe. C'est peut-être la dernière chance. Et pour la recherche, c'est pareil. Merci. Donc, je vous soumets la réflexion, comment faire, nous, en tant que citoyens, je ne veux pas citer mes études, cela n'a aucune importance, comment faire pour que le discours que vous avez tenu aujourd'hui sur beaucoup de domaines, avec beaucoup de doutes, comment faire passer ce message aux citoyens qui votent. Eh bien, d'abord, merci d'être là, monsieur. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et c'est formidable. Et parlez-en, racontez. Allez voir les différents sites dont je vous ai parlé. Parlez-en. Vous-même, voyez comment vous pouvez faire évoluer votre mode de vie pour vous, mais pour en parler, pour donner envie, pour donner l'exemple. Moi, je suis convaincue qu'il ne faut pas présenter les choses comme une austérité effroyable qui va nous tomber dessus et on retourne dans les cavernes. C'est pas ça. Moi, personnellement, d'avoir trouvé les aménagements dans ma vie de tous les jours pour être en accord avec mes travaux scientifiques, ça m'a rempli de joie. Parce que moi, je suis cohérente. Et je le raconte. J'espère que vous avez perçu mon enthousiasme à vous parler. Je suis ravie de le raconter aux gens. Et j'ai envie de leur donner envie. J'ai envie qu'ils comprennent. Et j'ai envie... Voilà, je pense que c'est ça qu'on peut faire.
Donc merci d'être là, racontez, revenez nous voir. Quand vous voyez une conférence à droite à gauche, venez nous voir. Ça fait plaisir d'avoir des gens comme vous qui sont convaincus. Donc pour moi, alors, je dis ça et je dis ça suffit. Non, ça suffit pas. Alors je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont des idées d'autres choses supplémentaires à faire. Je pense qu'il faut tout faire, mais d'abord raconter, en parler. Je pense qu'il faut le faire. Oui, moi j'ai deux petites questions. D'abord, première remarque par rapport au bilan carbone de la recherche dont vous avez parlé. Ce qui m'a un petit peu, je dirais pas choqué, mais un petit peu genre, limite, quoi. Vous avez fait 30 fois le même calcul, donc vous avez dépensé beaucoup d'énergie dans vos centres de calcul. Ouais. Or, il faut savoir que les gros centres de calcul sont énormément énergivores. Ouais. Énormément. Hein. Donc, il y a une grosse quantité d'énergie qui est perdue là-dedans. Pas perdue, excusez-moi, c'est pas le terme. Non. Utilisée, disons. Alors, bon, il y a une petite contradiction là, mais on ne peut pas faire autrement. Je peux répondre à ça d'abord, avant votre deuxième question ? Eh bien, justement, quand je dis calculer l'empreinte carbone de nos calculs, c'est ça. Et la résultante, ça a été que la quantité de carbone qu'on a dépensée, alors ce n'est pas ces 30 fois-là, c'est tout le travail préparatoire, et bien en fait c'est bien moindre que la quantité de carbone sur un an pour aller en mer, faire des observations. Alors ça, moi ça m'a laissé dubitative. Parce qu'en conclure qu'il ne faut plus aller en mer faire des mesures, non, ça j'y arrive pas. Par contre, se dire qu'il faut être le plus économe dans ce qu'on fait aussi scientifiquement. On en a fait 31, on aurait pu en faire 150. On ne les a pas fait les 150 parce que justement, on s'est dit quel est le chiffre qui est bon, pas que pour notre progrès scientifique, mais aussi pour l'impact que ça a. C'est justement ça, monsieur, qu'on quantifie. Et il faut le savoir, il y a une pression. Cet exercice-là, on le fait dans un cadre qui s'appelle CEMIP. Il y a une pression pour faire partie de ce groupe des super grands mondes qui font ça. Moi, cette pression, j'y résiste. De dire, il faut mesurer le coût que ça représente et bien être sûr que le coût carbone que représente cet exercice par rapport au gain de connaissances, qu'il est positif. S'il n'est pas, je serai la première à y retourner. Ok, très bien. Deuxième question, ça, qui n'a rien à voir. Quel est l'impact, mais c'est peut-être pas tout à fait votre domaine, sur la faune marine du surplus d'énergie stocké par l'océan et du CO2 ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées ? En effet, ce n'est pas mon domaine, mais je peux quand même vous donner quelques informations. Donc, sur la faune marine, c'est des modifications des conditions hydrographiques, température, salinité, et c'est des migrations des espèces de poissons. Donc, typiquement, on voit par exemple, il y avait une photo par satellite des intrusions d'eau chaude au sud de l'Afrique du Sud. On voit des populations de thons, qui sont normalement dans l'océan Indien, qui pénètrent de plus en plus vers le sud. Ça, c'est quand les populations ont une capacité d'adaptation. Il y en a qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de capacité de nage, qui ne peuvent pas aller ailleurs, parce qu'ailleurs, il y a déjà des écosystèmes. Donc on voit aussi une variation des écosystèmes, certains écosystèmes qui disparaissent, qui sont profondément affectés, d'autres qui sont moins. Il y a un rapport qui est sorti il y a 15 jours de l'IPBES. L'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. De nouveau, ils ont un site web qui est super bien fait. Il y a toutes les informations. Je vous encourage à aller le voir. Ça, c'est leur spécialité. Et donc, le concept qui est le même que ce que j'ai présenté ici, c'est de trouver, d'identifier ce qui est signature du changement climatique et ce qui est variabilité normale, naturelle du système. C'est ça qui est délicat. Tous connectés et hyper connectés. Ce qui me laisse comprendre que dans 10 ans, nous le serons encore plus. Alors, cela sera une empreinte d'énergie négative pour notre environnement. Et nous serons piégés par cette technologie, puisqu'il y a 20 ans, nous ne l'avions pas vraiment. Et au jour d'aujourd'hui, qui n'a pas son smartphone en poche ? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais de dire que du coup, il faut dire non à toute cette technologie, moi, personnellement, ce n'est pas mon avis. J'entends tous les avis, ce n'est pas le mien. Par contre, être bien vigilant dans les usages de cette technologie, être sobre dans ses usages, ou vraiment toujours peser le gain par rapport au coût. Et puis aussi, la technologie peut apporter des informations qu'on ne peut pas avoir par ailleurs. Encore hier, je découvrais qu'il y a des applications sur les smartphones qui permettent à chaque fois qu'on achète quelque chose de connaître l'empreinte carbone. Ben, c'est super ça. Parce que ça, c'est un vrai apport pour réduire son empreinte carbone. Je suis d'accord que d'utiliser cette technologie, ça en crée de l'énergie, et ça utilise de l'énergie supplémentaire et ça crée du carbone, mais au moins on a accès à une information pour le réduire. Donc c'est là où pour moi personnellement, c'est mon avis, c'est une conviction, je ne mettrai pas toute la technologie à la poubelle, par contre je serai plus vigilante dans son utilisation, et puis dans qu'est-ce qu'on encourage comme développement technologique.
Oui, j'ai pas bien compris. Enfin, à quel niveau sont les courants les plus profonds? Et je voulais savoir si les volcans qu'on a découverts ont une incidence, et si les personnes qui s'intéressent aux volcans sous-marins sont les mêmes que les vulcanologues qui s'intéressent aux volcans de surface. Alors, ce sont les mêmes. C'est une discipline de la géophysique, de s'intéresser aux volcans terrestres et sous-marins. Les volcans sont très importants, en particulier pour la faune et la flore. Et ça, c'est pas mon domaine, mais j'y étais ce matin. L'exposition Océan, elle est super pour ça, parce qu'on voit au niveau de ces milieux extrêmes, de ces plumes, c'est ça, ces fumées, ces cheminées, c'est formidable, tous les développements des écosystèmes qui sont là. On en tire énormément d'intérêt, par exemple sur des découvertes de molécules chimiques ou d'adaptation, de bioadaptation. Il y a vraiment plein de choses à faire. Si on revient sur la physique, qui est mon domaine, oui, ça a un rôle, mais est-ce qu'on le connaît très bien? Certainement pas. Donc ces courants profonds, ils sont à quelle profondeur? En fait, il y en a partout. Il y en a partout, il n'y en a pas partout tout le temps. Les gros courants marins, ceux que je voyais là sur le bord ouest, on les trouve entre 2000 et 4000 mètres de profondeur. Est-ce qu'ils sont vraiment au fond, c'est-à-dire contre le fond, où ils sont un peu détachés? Ça, je ne sais pas vous répondre. Et puis ensuite, aux autres endroits, là, sur les dorsales, on a l'impression qu'il y a toujours des courants. En fait, pour vous donner une autre idée, tant qu'on n'y est pas allé, on ne sait pas. Et puis quand on y va, on se rend compte qu'il y a plein de courants. Donc l'impression que moi, si je peux vous donner une impression, c'est qu'en fait, il y a des grands courants qu'on connaît, 2000-4000 mètres, mais pas partout dans les océans, à des endroits privilégiés. Et tout le reste, c'est pas du vide, c'est pas rien. À chaque fois qu'on y va, alors c'est plutôt, quand on est loin du fond, il n'y a pas grand-chose. Mais justement, près des volcans ou près des dorsales océaniques, à chaque fois qu'on y va, à chaque fois on se rend compte que la circulation est super complexe et qu'il faut instrumenter, qu'il faut comprendre, qu'il faut regarder et qu'on apprend beaucoup de choses. Est-ce que ça a un impact sur le reste? Oui. Pour l'instant, c'est encore quelque chose d'un petit peu marginal, mais les incertitudes qu'on essaye de résoudre dans tout ce qu'on fait dans notre travail de recherche, c'est sur ça qu'on travaille. C'est mieux représenter justement tous ces courants-là. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut à nouveau vous remercier pour cette passionnante présentation.